diplômé en foresterie de l'Université de Moncton et en éducation de l'Université du Nouveau-Brunswick, M. Fortin a travaillé en foresterie pendant quelques années avant de devenir enseignant. Amputé du bras droit à la suite d'un cancer en 1990, et malgré sa condition physique, M. Fortin a toujours su aller au bout de ses rêves et de ses ambitions. Depuis 2010, il pratique le ski de fond paranordique, un sport au sein duquel il fait bonne figure à l'échelle nationale et internationale. En 2014, il a participé aux Jeux paralympiques à Sochi. Excusez mon accent russe, qui n'est pas trop bon. Engagé dans le développement de son plein potentiel, M. Fortin adore amener les gens à découvrir le meilleur d'eux-mêmes. Il est passionné par la cause rattachée à aider les jeunes et les familles à réussir une vie à la hauteur de leur plein potentiel. C'est avec fierté que nous accueillons ce soir ce conférencier inspirant, M. Louis Fortin, qui nous présentera sa conférence intitulée « Développer le plein potentiel des apprenantes et apprenants, perspective d'un papa, d'un enseignant et d'un paralympien », dans laquelle il nous proposa sa perception de l'éducation influencée par son cheminement qui fut parsemé d'autant de réussites que de défis, tout en partageant ses souvenirs d'apprenant et ses expériences de vie. M. Fortin est convaincu que la réalisation de nos aspirations repose sur une vie équilibrée, accompagnée de créativité, de patience et de détermination. Avant de vous donner la parole, M. Fortin, puis là, je jurais c'est la dernière. Laissons un élève de l'école polyvalente Louis Mailloux de Caraquette, qui s'appelle Sonny Smith, vous présenter à sa façon. À lui. Mesdames et messieurs, voici Sonny Smith de l'école Louis Mailloux de Caraquette. Je vais vous présenter quelqu'un extraordinaire. Voici un athlète formidable. Mesdames et messieurs, voici Louis Fortin. Donc, M. Fortin, merci d'être avec nous ce soir. Je vous invite à venir. Donc, bonsoir à tous. Je suis vraiment content d'être ici ce soir pour vous partager ma réflexion sur le sujet. Je dois vous dire que ça n'a pas été facile de monter cette présentation ici, puisque c'est comme un nouveau défi pour moi de parler de mes réflexions personnelles. Habituellement, je vais plutôt parler de mon histoire, parler des Paralympiques et du processus pour se rendre aux Paralympiques. Et j'avais tellement d'idées dans la tête pour essayer de faire cette présentation ici qu'il a fallu que je fasse un peu d'ordre et du ménage et d'essayer de faire quelque chose qui faisait du sens et qui allait être quand même intéressant. Donc, gardez les tomates pourries pour la fin de la présentation, s'il vous plaît. Donc, aussi, à travers cette présentation ici, je vais partager quand même des situations personnelles ou des expériences personnelles. Donc, des fois, ça me ramène en arrière dans le temps, dans mon passé, dans mon cheminement d'élève. Des bonnes expériences, mais aussi, des fois, certaines moins bonnes expériences. Et aussi, ce n'est pas évident de partager des réflexions sur la transformation en éducation, surtout pour un enseignant qui est en recherche de travail dans le moment. Donc, je me dis, il faut que je fasse attention à ce que je dis, ou si je dis des choses qui pourraient être à l'encontre de qu'est-ce qui est accepté en fin de compte dans notre système d'éducation. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais ça ne change rien. J'ai décidé d'accepter le défi et de partager, en fin de compte, ma vision des choses, de la situation. Ça fonctionne. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste qu'on fasse un petit exercice ensemble. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà assisté à une de mes présentations? Quelques-uns. Donc, ceux-là qui ont déjà assisté, je vais vous demander, à chaque fois que je commence une présentation, c'est pas mal toujours de la même façon,
Mais je vous demande de retourner en arrière et de vous souvenir quelle était votre première réaction de ce moment-là. Et les autres, bien, vous pouvez me suivre dans le processus. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer une situation. Je vous demande d'imaginer comment ça serait si, par exemple, aujourd'hui, après la présentation, vous descendez les marches et malheureusement, vous tombez et vous faites mal à une main. C'est rien de grave, ça va guérir, mais ça veut dire que pour les prochains jours, vous allez seulement pouvoir utiliser une main. Donc, demain matin, en se levant, ça veut dire qu'il va falloir tout faire à une main, qui veut dire s'habiller, se faire à déjeuner. Et le matin, souvent, c'est encore frisquet, donc il faut placer un manteau. Donc, ça veut dire faire la fermeture éclair du manteau avec seulement une main. On place tous des souliers, et donc ça arrive régulièrement qu'il faut lasser nos souliers, donc qui veut dire aussi lasser les souliers avec seulement une main. Donc, comment allez-vous faire ces tâches-là ou ces choses-là durant votre journée avec seulement une main? Vous pouvez ouvrir les yeux. J'aimerais savoir, en levant votre main, ceux qui ont pensé lasser des souliers à une main. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Qui a pensé ça? OK. Donc, ceux qui n'ont pas levé la main, je veux vous voir faire tout de suite. Donc, ou zipper un manteau, par exemple. Zipper une fermeture éclair avec seulement une main. Comment fait-on ceci? Ceux qui ont pensé, moi, je ne suis pas capable de faire ça, lever la main. Donc, dans des situations où on fait face à des défis, c'est souvent la première façon qu'on va réagir, c'est impossible. On ne peut pas faire ça. Et je veux qu'on garde ceci en tête durant la présentation parce que c'est un peu la base de la réflexion. Lorsqu'on veut faire des changements, lorsqu'on veut faire bouger les choses, on a souvent un mouvement de résistance. Donc, juste pour vous montrer, lasser les souliers, je vais faire comme je le fais. À chaque fois, je vais vous montrer que ça se fait, lasser un soulier à une main. Donc, on va regarder un petit vidéo. OK. On commence par serrer tout ça. On fait le premier croisé. Comme ça. Et je vais le resserrer en faisant ma première boucle. Donc, première boucle. Ça me permet en même temps de serrer. Je tiens ma boucle avec mon doigt comme ça. Ensuite de ça, je fais le tour. Et là, je suis en train de faire ma deuxième boucle. Je vais passer ma deuxième boucle dans le trou et on serre. Voilà. Donc maintenant, on ne peut plus dire que c'est impossible. Vous l'avez tous vu. Il va juste falloir maintenant pratiquer à le faire. Donc, je vous demande juste de garder ça en tête que souvent, c'est notre réaction. On pense que quelque chose est impossible, mais une fois qu'on voit comment le faire, ou on s'intéresse à quelque chose et on découvre une façon de le faire, ça change complètement notre perspective. Et je crois que ceci peut s'appliquer à n'importe quelle sphère de notre vie, comme justement dans la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, comme j'ai été présenté, Louis Fortin, un papa de 2 enfants, un garçon en 6e année et une fille en 8e année, qui me tient quand même très occupé. Enseignant depuis 2010, même enseignant peut-être depuis avant ça, parce que on pourra peut-être dire que l'enseignement, des fois, on l'a dans l'âme. J'ai fait beaucoup de choses qui étaient rattachées à l'enseignement avant d'aller chercher mon diplôme en enseignement. Mais depuis 2010 que je suis enseignant un peu partout à travers le Nouveau-Brunswick.
Et finalement, paralympien, comme il a été dit, de 2014. Et là, on pourra se poser la question, quel est le lien entre les Paralympiques et l'éducation? Je pense que c'est une très bonne question à se poser. Et pour avoir la réponse, il va falloir écouter la présentation jusqu'à la fin. Tout ceci, en fin de compte, pour vous dire aussi que je ne suis pas un expert dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est vraiment mon opinion ou une réflexion autour de la question de l'éducation qui découle, en fin de compte, justement de mes expériences en tant qu'enseignant durant les dernières années, comme papa aussi d'enfants qui sont dans le système scolaire, et aussi une réflexion qui est un peu et beaucoup influencée par mes parents. Mes parents qui ont été des enseignants ici à Shippagan, qui sont maintenant retraités. Donc, j'ai vécu l'enseignement pendant de nombreuses années à travers eux aussi. Donc, à travers ma présentation, je vais vous raconter beaucoup d'histoires de mon vécu. Je vais vous partager mes opinions, des réflexions sur différents sujets. Et je vais sûrement aussi poser des questions que je me pose dans le moment par rapport à mon rôle d'enseignant et aussi le rôle de l'éducation de façon générale pour le futur. Donc, c'est beaucoup, ça découle de conversations, ça découle de plusieurs lectures faites sur la question, soit sur le développement personnel ou bien sur justement la réforme en éducation qui s'est produite ici ou ailleurs. Vous savez, qu'est-ce que j'ai remarqué, en fin de compte, quand je me préparais à faire cette présentation ici, je me suis aperçu que, même à travers toutes les lectures que j'avais faites, que je pensais que j'avais un plan clair, qu'aussitôt que j'ai commencé à essayer de mettre mes idées ensemble, et je me suis aperçu que j'ai commencé à trouver encore plus d'informations ici, encore plus d'informations là, et c'est devenu très vite étourdissant. Qu'est-ce qui se passe dans le moment au niveau justement de la transformation de l'éducation si on commence à regarder ici et ailleurs. Et il y a tellement de choses que c'est très facile de s'y perdre. Donc, je pense que j'ai réussi à me retrouver en restant plus focusé ou plus attentif à certains points que je vais discuter avec vous. Donc, durant ma présentation, je vais vous parler de mon propre cheminement scolaire. Donc, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Je vais aussi vous parler un peu du lien entre l'école et ma carrière. Je vais vous parler aussi d'une métaphore que je trouve très intéressante, que moi, la première fois que j'ai vue, c'est Sir Ken Robinson. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, et qui parle que l'école comme telle ou le système éducatif, c'est comme une usine de production. Donc, je vais brièvement passer par-dessus ce sujet-là. Et je vais vous parler de créativité, de passion à l'école. Et finalement, je vais terminer ma présentation en essayant de donner des idées, qu'est-ce qui serait l'école idéale selon mon idée. Donc, allons-y. Commençons un peu mon histoire. Donc, si on regarde mon école primaire, de la première à la 6e année, et c'est un peu drôle de parler de ça parce que je me suis vite aperçu que je n'avais pas grand-chose à dire. Je n'avais pas beaucoup de souvenirs de ma première à la 6e année, à part que je me souviens quand même assez bien de l'édifice. Ça, c'est une plus vieille photo, c'est la seule que j'ai réussi à trouver, mais l'édifice de la vieille école élémentaire de Shippagan, qui a été démoli pour faire le pavillon, oui, où est la piscine et le gymnase de l'université. Et quelques souvenirs que j'ai retrouvés, c'est des vieux certificats. Je suis le roi de la mathématique en première année.
Mais pas beaucoup de souvenirs dans ma tête. Et je dirais que c'est probablement rattaché au fait que les souvenirs de jeunesse sont souvent plus rattachés aux mauvais souvenirs. Et je pense que de mon côté, j'ai jamais trop eu de mauvais souvenirs. Tout ce que je peux me souvenir, c'est vraiment des bons souvenirs. Et quand soit je rencontre mes anciennes enseignantes ou mes parents me parlent qui ont fait une rencontre d'une ancienne enseignante et c'est toujours, ben Louis, c'était un bon élève. Oui, il y avait de l'énergie, mais c'était un élève qui était calme, il était assidu, il faisait ce qu'il avait à faire. Et jamais, je ne me souviens pas d'avoir eu des problèmes. Peut-être le seul fait marquant pour moi de mon primaire, et c'est un bon souvenir, en fin de compte, on avait eu l'opportunité d'aller faire un voyage échange en France avec la ville de Loudun. Et j'étais en 5e année. En 5e année, mes parents m'ont laissé partir avec le groupe de l'école pour faire un échange de 2 semaines avec la ville de Loudun, qui était la ville échange avec Shippagan. Et un Français est venu chez nous pendant 2 semaines. Et moi, je trouve ça incroyable parce que je ne verrais pas ça arriver aujourd'hui avec nos enfants de 5e ou de 6e année dans les écoles d'aujourd'hui. D'ailleurs, ma fille est en 8e année et elle doit partir cet été pour 3 semaines. Et on trouve ça, c'est pas évident à gérer les émotions qui vont... Mais elle est en 8e année, donc il faut qu'à un moment donné que le lien se casse. Mais c'est comme intéressant de faire la comparaison. Donc, si je parle maintenant de la deuxième partie de mon école, qui était l'école intermédiaire, 7e à 9e année, j'ai malheureusement pas pu trouver de photos sur Internet. Je suis sûr que j'aurais pu en trouver dans les archives quelque part, ou peut-être à la maison dans les photos de famille, mais la même chose, l'école intermédiaire a été démolie et c'est où on retrouve l'Institut de recherche sur les zones côtières maintenant. 7e à 9e année, encore la même chose. J'étais encore dans une lancée très similaire. Tout allait bien, académiquement, tout allait bien. Aussi au niveau des sports, tout allait bien. Donc ça, c'est moi en 7e année. J'étais déjà un sportif à cet âge-là. Je participais à des camps d'entraînement. Ça, c'était un camp de volleyball qui se donnait à l'Université de Moncton durant l'été. Donc, j'avais passé... je pense que c'était une pleine semaine, on était là-bas et à apprendre différentes choses. Donc, je n'ai pas encore énormément de souvenirs de ma 7e année, mais je dirais que c'est probablement à partir de la 8e année, lorsque j'ai été diagnostiqué pour mon cancer à l'os de l'épaule, qui a marqué beaucoup de parties de mon parcours scolaire. Et quand j'y repense et je retourne en arrière, ce qu'il y a de marquant avec ça aussi, c'est que la maladie comme telle, ça a à peu près duré 1 an. Par le début que j'ai été diagnostiqué pour le cancer, jusqu'à temps que j'ai arrêté, j'ai eu l'opération pour l'amputation du bras pour me guérir. Et ensuite, j'ai quand même eu de la chimiothérapie pendant un autre 6 mois, mais tout ça, c'est déroulé dans l'espace de 1 an. Donc, c'était très rapide et ça n'a pas toujours été facile, bien entendu, de s'adapter à cette nouvelle vie-là. Mais au niveau des études, j'étais un des cerveaux de l'école intermédiaire. Même après avoir passé une partie de ma 7e année à l'hôpital et une partie de la 8e année aussi à entrer et sortir de l'école, j'avais réussi à maintenir une très bonne note et d'être encore considéré comme un des cerveaux de l'école intermédiaire. Des fois, je me demande comment c'était possible. Est-ce que j'étais vraiment si intelligent que ce qu'on pouvait dire? Ou bien c'est juste grâce à la flexibilité et l'ouverture d'esprit de mes enseignants de l'époque et qui m'a permis de continuer et de maintenir le cap au niveau de mes études académiques.
Je dois faire une parenthèse avant de continuer avec les études au secondaire, faire une parenthèse et parler un peu de mes parents. Mes parents sont 2 enseignants retraités du secondaire, donc de l'école Marie-Esther. Pendant des années, ils étaient enseignants, donc l'école a fait partie beaucoup de ma vie ou de la vie de mes frères, parce qu'en fin de compte, j'ai 2 frères aussi. Donc, on s'est retrouvés très souvent, en fin de compte, à aller à l'école. On se retrouvait fréquemment les fins de semaine, les soirs, durant l'été, durant les tempêtes de neige, à retourner à l'école avec mon père ou avec ma mère, soit pour entretenir l'équipement, réparer l'équipement, ouvrir les portes du gymnase pour n'importe quel groupe qui voulait utiliser le gymnase pour faire des sports. Donc, et même des fois, mon père était trop occupé à la maison. On habitait en fin de compte à 2 minutes à côté de l'école, dans la merveilleuse rue Bellefeuille, qui est juste à côté de l'école. Donc, ça arrivait souvent qu'il disait « OK, Louis, prends les clés, va ouvrir la porte parce qu'il y a un groupe qui veut aller jouer au volleyball ou au soccer. » Et là, je revenais à la maison et on allait comme ça. Donc, vous pouvez comprendre que j'ai aussi eu la chance de faire de la correction de tests lorsque j'avais 14-15 ans, puisque mes parents avaient un peu besoin d'aide parfois avec tout ce qu'ils faisaient. Donc, si je repense à l'école de cette époque-là, pour moi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je trouvais que la vie que j'ai eue faisait que c'était une école qui était très ouverte. On passait plein de temps à l'école. Il y a plein de monde qui pouvait aller à l'école. Le gymnase était occupé à tous les fins de semaine, à tous les soirs. Et je crois que ceci, ça a changé beaucoup. Et bien entendu, je crois que je vais en parler plus tard, mais ça serait plaisant peut-être de faire un retour en arrière pour l'utilisation beaucoup plus des locaux et des services qu'on peut retrouver dans une école. Donc, mon parcours au niveau du secondaire, 10e à 12e année, a été très occupé. Très occupé au niveau académique, ça a toujours bien été, je n'ai jamais eu de problème. Et très occupé aussi au niveau de faire des camps de leadership, des camps de jour, des camps aussi durant l'été pour essayer de découvrir qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Ceci, en fin de compte, c'était à l'Université de Moncton, mais le campus d'Edmundston, où à un moment donné, je crois que ça ne se fait plus, mais on avait des camps d'été en foresterie. Et on allait apprendre sur la foresterie. Et donc, j'étais en 10e année à ce moment-là lorsqu'on faisait ça. Et en fin de compte, c'est un peu là que j'ai découvert mon intérêt pour la foresterie et l'aménagement des forêts. J'ai eu la chance aussi de participer, ça c'est à Ottawa, donc c'était Forum pour jeunes Canadiens, où on apprenait sur le système politique canadien et les différents fonctionnements, le Sénat, etc. J'ai participé à plusieurs camps de leadership au niveau des Jeux de l'Acadie, ce qu'on appelait l'Académie Jeunesse, qui était un programme de leadership relié aux Jeux de l'Acadie, à la Société des Jeux de l'Acadie. Ah, puis Marie, c'était là. Hein? Oui. Et en même temps, les Jeux d'Acadie aussi, c'était en même temps que le Congrès mondial acadien. On a eu encore une académie de leadership qui était internationale, où on avait des jeunes de la francophonie à travers le monde qui s'étaient rejoints à Moncton. Et j'avais eu la chance de participer à ce leadership-là durant l'été. Donc, au niveau de l'école aussi, j'étais impliqué. Ici, j'étais maître de cérémonie durant... c'était un gala sportif. J'ai participé au niveau du conseil étudiant. J'ai été président des finissants. Et au niveau des sports, j'ai participé dans le soccer, dans les Jeux d'hiver, qui étaient aussi des événements annuels à ce moment-là. Gradué de 1995 de l'école Marie-Esther, en plein milieu, juste là, parce que j'étais le président des finissants.
C'est un cheminement qui n'a jamais terminé pour moi. C'est toujours quelque chose qui a continué. Tout de suite après avoir gradué, c'était encore des camps. Donc, ceci, c'était français pour francophones, qui était à l'Université de Moncton, où on apprenait le français et on avait des crédits de français pour commencer notre université. Ce qui m'a lancé, en fin de compte, dans la suite de mon éducation, qui a été l'éducation universitaire, qui est le postsecondaire. Pour le postsecondaire, en fin de compte, comme je vous ai dit, j'ai eu la piqûre de la foresterie grâce au camp en foresterie et en environnement. Et aussi, bien entendu, pour ceux qui connaissent peut-être mon père, pour sa passion de la chasse et la pêche. Donc, ça a toujours fait partie de nos fins de semaine ou de nos étés d'aller en forêt. Donc, j'ai poursuivi cette optique-là en allant à l'Université de Moncton, au campus d'Edmundston, où j'ai fait mon bac en foresterie. Et j'ai eu la chance, pendant que j'étais là, d'aller faire une année à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, en Belgique. Et pour justement avoir une autre expérience, une différente perspective de la foresterie et de voir comment les Européens aménageaient leur territoire. Je suis revenu au pays pour terminer mon bac et même j'ai fait une maîtrise en foresterie pour finalement même continuer avec l'Université Laval et faire un 2 ans au niveau du doctorat que je n'ai jamais complété pour différentes raisons, que je ne vais pas rentrer en détail dans le moment parce que je ne veux pas aller aussi loin que ça dans cette partie-là. Mais vraiment, une histoire au niveau de mon cheminement scolaire qui est très bien. Donc, c'est quoi le problème avec l'éducation si on regarde une histoire comme la mienne? On pourrait se dire que je n'ai pas à me plaindre. Mon expérience a été excellente et même que je vous dirais encore aujourd'hui que je crois que je suis un expert dans le système scolaire. Je fonctionne très bien, j'adore apprendre et je réussis très bien dans ce système-là. Et je crois que je ne m'aurais jamais posé la question à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation si je n'aurais pas un jour changé de carrière. Puisque j'ai travaillé plusieurs années en foresterie, mais lorsque j'ai changé de carrière et j'ai commencé à enseigner, je me suis aperçu que ce n'était pas tout le monde qui vivait la même situation. Juste pour changer un petit peu le beat de ma présentation, je vais demander en fin de compte... je vais demander à tout le monde de se lever debout. Et juste pour que vous aussi, vous puissiez en même temps que moi, je termine ma réflexion sur mon cheminement scolaire, pour que vous aussi, vous puissiez réfléchir au cheminement scolaire qui est différent pour tous. J'aimerais que, et ce n'est pas pour juger personne, c'est juste pour faire un petit exercice statistique, j'aimerais que les personnes qui ont moins de 3 ans d'études postsecondaires s'assoient. Donc, il y a des enfants dans la salle, donc ils devraient s'asseoir. Postsecondaire, ça veut dire universitaire et collégial ou études privées, moins de 3 ans. C'est correct, tu peux rester debout si tu as terminé ta 3e année. J'ai dit moins de 3 ans. 3 ans, c'est plus. Ou c'est égal. Maintenant, moins de 5 ans, vous pouvez vous asseoir. 5 ans et moins, asseyez-vous. Ceux qui ont moins de 7 ans. Ceux qui ont moins que 9 ans. 9 ans. Ceux qui ont moins que 11 ans. C'est bien. C'est très bien.
Donc, c'était juste un exercice pour aussi voir qui se trouve dans la salle. Donc, très vite, on a pu voir que je pense que tout le monde qui est dans la salle ici a des études postsecondaires. Ben, je me dis, si tu as fréquenté 9 ans d'études postsecondaires, à quelque part, tu as dû apprendre quelque chose. Ah, non, non. Moi, j'ai 11 ans d'études postsecondaires, je n'ai pas de doctorat non plus. Donc, on peut faire plusieurs bacs, on peut faire plusieurs certificats, on peut faire plusieurs formations, ça ne veut rien dire. La raison pourquoi je voulais faire l'exercice statistique, c'est juste pour aussi savoir qui se trouve dans la salle, parce que ça veut dire que nous, dans la salle, on représente une portion de la population. Donc, on doit avoir des idées similaires. Mais quelles sont les idées de ceux qui ne font pas les études postsecondaires et vont directement sur le marché du travail? Ils ont d'autres genres d'idées ou ils ont d'autres visions ou d'autres réflexions par rapport au cheminement, justement, scolaire, qui peut être le fait tout simplement que c'est des mauvaises expériences qui font qu'ils n'ont pas continué les études postsecondaires après. Donc, c'est juste une réflexion autour de ça. Je n'ai pas de réponse pour vous autres. C'était juste pour faire une petite parenthèse. Et aussi, ben, pour vous réveiller un peu en haut de ce genre de vue. Donc, pourquoi devenir enseignant? Donc, pourquoi moi, je suis devenu enseignant en fin de compte? Donc, en 2007, jusqu'à 2007 environ, justement, je travaillais à l'Institut de recherche sur les zones côtières où, à ce moment-là, j'étais au doctorat, mes 2 années de doctorat. Et il y a eu une série d'événements qui s'est produit dans ma vie, peut-être aussi des décisions, des mauvaises décisions de ma part, qui a fait que je me suis retrouvé du jour au lendemain sans emploi. Et venant d'une famille d'enseignants, et comme je vous ai dit, ça a toujours été fait partie de moi, l'enseignement, jusqu'à un certain point. J'ai toujours eu de la facilité en enseignement. Donc, ça a été très facile de dire, OK, bien, je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire comme suppléant, aller faire de la suppléance dans les écoles publiques de la péninsule acadienne. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, dans la péninsule acadienne, en 2007, recherche au niveau de l'environnement ou dans les milieux humides où je travaillais, ou bien même en foresterie, il n'y avait pas beaucoup de travail. Il n'y a pas beaucoup de forêts à exploiter ou à aménager dans la péninsule acadienne. Donc, il n'y avait pas vraiment de travail de ce côté-là. Il fallait que je regarde ailleurs. Donc, je suis allé commencer à faire de la suppléance dans les écoles pour me faire demander très vite de faire des contrats long terme, puisque les directions d'école aimaient bien ma façon d'enseigner, même si je n'étais pas formé en éducation. Puis en plus, on avait on manquait d'enseignants dans la région, donc pour eux, c'était une bonne affaire de m'avoir et j'ai fait un contrat à Tracadie et un contrat à Shippagan d'enseignement long terme à ce moment-là. Aussi, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je n'ai pas mentionné en fin de compte, quand j'étais au secondaire, j'étais du genre, je vous ai dit que j'avais de la facilité en éducation, à l'école, académique, j'étais pas du genre à donner les réponses aux autres. Déjà, à cette époque-là, j'étais de nature à dire, ben, pense-y. Si tu le fais comme ça, peut-être que tu vas trouver la réponse. Ou, oh, regarde, qu'est-ce que tu as fait là? Déjà, j'étais du genre à essayer de démontrer ou aider les autres élèves à trouver les bonnes réponses, au lieu de juste dire « la réponse est 22, écris ça ». Donc, je n'étais pas ce genre-là de donner la réponse directe. Donc, j'avais déjà une nature qui se prêtait bien à l'enseignement et tous mes amis d'école pensaient que j'allais graduer de l'école et m'en aller en éducation. Mais, comme je vous ai dit, je suis un fils d'enseignant et malgré que mes parents ont fait des très belles choses, je pense, lorsqu'ils étaient enseignants au secondaire à l'école Marie-Esther, que ce soit mon père au niveau des sports d'école ou des sports intramuraux et toute son implication,
ou que ce soit ma mère, que je crois a intégré dans les années 80, l'Internet, non, peut-être les années 90, l'Internet à l'école, en tout cas dans sa classe d'anglais, et d'intégrer presque une classe d'informatique à l'intérieur d'une classe d'anglais. Et là, on parle du début des années 90. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'Internet, on ne parle pas de Google dans les années 90, mais on parlait de... Nous, ce qu'on utilisait, c'était le BBS, c'est Bulletin Board. Et j'ai une image, je peux vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc, on faisait des recherches en anglais, à travers un système informatique. Et tout ce qu'il fallait faire, en fin de compte, c'est en bas ici, « Enter your character's name or type new ». Bien, il fallait écrire qu'est-ce qu'était le mot-clé qu'on cherchait. Donc, moi, je faisais une recherche sur l'énergie nucléaire, en anglais. Et on était les premiers à s'amuser là-dedans, et ça a été toute une aventure. Pour moi, j'ai un bon souvenir de ça. Donc, j'étais dans la classe de ma mère et on faisait des recherches en anglais, moi et mes amis. Et on a développé un peu ça avant que Google arrive. Mais ça, c'est les belles choses qu'ils ont fait, mais aussi à la maison, je ne voyais pas seulement les belles choses, je voyais aussi les problèmes qu'ils apportaient à la maison. Que ce soit les conflits qu'il y avait entre ce qu'ils voulaient faire et les restrictions administratives, que ce soit des conflits qui pouvaient arriver avec les parents ou peu importe, ou les problèmes que les enfants apportaient à la maison. Et cette partie-là, je ne voulais pas la vivre. Je ne voulais vraiment pas la vivre. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller vers un autre domaine qui était la foresterie. Mais en 2009, en fin de compte, lorsque j'ai recommencé à faire de la suppléance, bien, je me suis fait une promesse à moi-même. Parce que ça allait bien, ce que je faisais, j'aimais ce que je faisais. Je me suis fait une promesse à moi-même que ce que mes parents vivaient comme problème, je m'étais dit que je n'allais pas les vivre et que j'allais essayer de trouver une alternative pour être plus heureux dans mon métier d'enseignant. Et c'est ce qui m'a lancé, en fin de compte, en 2009-2010, où je suis allé faire mon programme en enseignement à UNB. Oups. Oui, je suis allé à UNB. Donc, peut-être je vais vous parler un peu de ma philosophie d'enseignement que j'ai développée en étudiant à l'université et aussi avec les expériences que j'accumulais en éducation. Est-ce que ça va bien dans le temps? Oui? Je suis correct? Parfait. Donc, ma philosophie d'enseignement, elle est je pense qu'elle est très large. Je pense que la première chose que j'ai développée comme philosophie d'enseignement, elle a été basée beaucoup sur ce que je voyais avec mes parents. Je crois que comme parents, et aujourd'hui je suis un parent, on est des modèles pour nos propres enfants. Donc, ceci prend une extension lorsqu'on devient un enseignant. Je crois qu'on est des modèles pour les enfants qui sont en avant de nous. Et tout ce qu'on fait de bien, comme parents ou comme enseignants, nos enfants ou nos élèves peuvent le faire. Tout ce qu'on fait de mal, ils peuvent le faire aussi. Donc, avec cette optique-là, j'ai toujours gardé en tête que c'est très important d'être un bon modèle dans qu'est-ce qu'on fait, que ce soit nos habitudes de vie, notre alimentation, nos choix, faire d'exercice, bien entendu, etc. Donc, être un bon modèle pour nos enfants, c'est ce qu'il y a d'important. J'ai aussi très vite, je ne vois même pas mes notes, j'ai peut-être besoin de lunettes. Merci, ça va être bon. J'ai aussi, là je vois, là. Des choses que je me suis dit, en fin de compte, c'est que, à force de faire des lectures, c'est que tous les jeunes ont une capacité d'apprendre. Peu importe qu'est-ce qui se passe. Et ça se rattache beaucoup, en fin de compte, à l'intégration, à l'enseignement différencié.
Et beaucoup de lectures que j'ai faites, et c'est incroyable au niveau du développement du cerveau lorsqu'on commence à regarder tout ça, comment on peut aller loin à ce niveau-là. J'ai aussi très vite, ou c'est un autre enseignant qui m'a mentionné, « Louis, tu ne pourras pas enseigner à un élève qui n'a pas ses besoins de base de combler. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré déjà fréquemment et peut-être trop fréquemment. Et quand on parle de besoins de base, c'est aussi simple que manger, dormir et aussi avoir une maison sécuritaire. Et malheureusement, on rencontre beaucoup d'élèves qui n'ont pas ces besoins de base-là dans nos classes, dans nos salles de classe. Et ça affecte beaucoup leur capacité d'apprentissage. Donc, déjà, ça faisait partie de ma philosophie à un moment donné d'être conscient de ça. Et la dernière chose que j'ai intégrée beaucoup dans ma façon d'enseigner et dans ma façon d'être, c'est que lorsqu'on parle d'enseignement différencié ou d'enseignement adapté à chacun des élèves, pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est la même chose que faire du coaching dans les sports. Et quand ce que je veux dire faire du coaching dans les sports, c'est tout simplement que lorsque, par exemple, si je fais du coaching de soccer, bien, un joueur de soccer, s'il a besoin d'aide avec kicker son ballon, bien, il faut travailler là-dessus, versus qu'un autre joueur, il n'a pas besoin de travailler là-dessus. Et ça devient de l'enseignement qui est individualisé, pareil comme on ferait dans un sport où, à un moment donné, il faut s'attarder aux lacunes ou aux besoins de chaque joueur. Et j'applique cette philosophie-là, en fin de compte, dans mon enseignement. Bien entendu, tout ça a été grandement affecté par dans les dernières années. En fin de compte, ma philosophie, elle change tout le temps. Elle change peut-être à chaque semaine ou peut-être pas à chaque semaine, mais fréquemment, où j'ajoute des choses parce que c'est influencé, en fin de compte, par ce que je vois en salle de classe. Parce que quand je vois le désespoir des élèves qui ne comprennent pas et qui ne peuvent pas s'adapter, par exemple, à notre système, que je vois aussi nos doués dans les écoles qui sont capables de faire à peu près n'importe quoi. Et peu importe que si je suis un bon enseignant ou un mauvais enseignant, l'élève doué, il va réussir pareil. Mais je me pose toujours la question, qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour ces élèves doués-là? Parce que des fois, on les laisse de côté. Bien entendu, je suis très conscient que chaque enseignant on a tous nos défis. Et lorsqu'on a nos 5 heures par jour d'enseignement, puis en plus, quand on ajoute régler tous les problèmes sociaux de plusieurs de nos élèves, de rencontrer les parents ou de parler avec les parents et ensuite de faire toutes nos tâches administratives, il nous reste souvent beaucoup moins de temps pour penser à tout le reste et de s'attarder à chaque individu ou à chaque élève. Donc, je suis conscient de tout ça et j'essaye en fin de compte de balancer ces différentes choses-là dans mon enseignement. Par exemple, je vous ai parlé que j'ai 2 enfants et très souvent, je me pose la question, est-ce qu'ils apprennent assez à l'école? Est-ce qu'ils apprennent les bonnes choses? Et constamment, je me vois à supplémenter leur apprentissage, à leur donner plus parce que je crois qu'ils devraient voir plus, ils devraient apprendre plus. Et moi, j'ai la capacité de le faire parce que je suis un enseignant, mais je me dis juste, les parents qui n'ont pas la capacité de le faire, qu'est-ce qui se passe avec ces enfants-là? Il y a aussi certaines familles qui ne sont même pas conscients qu'ils devraient peut-être faire quelque chose comme ça. Ou il y a même certaines familles qui n'ont aucun intérêt à aider leurs propres enfants. Donc, c'est ces enfants-là que je crois qui ont besoin de beaucoup plus, si on peut essayer de leur offrir beaucoup plus. J'ai parlé que l'enseignement pour moi, c'est comme le coaching, et je vous ai dit aussi quelle était la place des Paralympiques, en fin de compte, dans l'éducation ou dans toute cette philosophie-là ou dans ma réflexion. C'est pour ça que je ne peux pas passer à côté de vraiment parler de mon parcours qui, en fin de compte, a commencé en 2010
mon parcours au niveau des sports, en même temps que mon parcours en éducation. Donc, les deux se sont faits de façon parallèle et ça a toujours été difficile de balancer les deux. Parce que chaque fois que je partais faire de la compétition et j'étais en salle de classe, ça veut dire que j'abandonnais un peu mes élèves. Et je dois vous dire que j'ai eu des retours de certains parents qui me disaient carrément « Tu abandonnes tes élèves pendant 1 semaine ou 2 semaines. » Et ça n'a pas toujours été facile d'essayer de consolider les deux et de rendre ça profitable pour moi et aussi profitable pour mes élèves. Mais tout ça pour dire que ce que moi j'ai appris personnellement dans ce cheminement ici est vraiment incroyable. Et pas seulement parce que c'est un sport, pas seulement parce que j'ai eu des succès, mais je dirais que c'est beaucoup à cause du fait que c'est les Paralympiques, ou même si on parle juste au niveau national, on parle de para-nordique, et c'est de faire de la compétition avec d'autres athlètes, en fin de compte, qui ont des handicaps, qui ont des amputations, qui sont en chaise roulante, qui ont des déficiences visuelles, mais qui font des choses extraordinaires et qui font des choses aussi qu'on croirait impossibles. Comme de faire du ski alpin à 90 km/h pour une personne qui est aveugle. C'est quand même incroyable. Bien entendu, il y a un guide, il y a quelqu'un qui l'aide, mais ça n'empêche pas qu'il est tout seul pendant que le guide est en avant de lui. Et c'est vraiment incroyable de voir ça. L'énergie des vainqueurs, et autant que je me dis, cette énergie-là, ça serait merveilleux de pouvoir vivre ça dans les écoles, de vivre ça dans l'éducation. Mais quand on y réfléchit, souvent, ce n'est pas toujours le cas que ces personnes-là ont vécu des joies aussi intenses lorsqu'ils étaient dans le système d'éducation. J'ai plusieurs amis paralympiens qui me racontent des histoires et c'est pas toujours évident, ils n'ont pas toujours passé un bon temps, en fin de compte, dans le système d'éducation par leurs différences. Et c'est quelque chose qui est impressionnant, mais pourtant, lorsque on est aux Paralympiques, c'est tellement spécial parce que justement, le mot impossible n'existe pas. Et tous les athlètes qui sont là veulent faire mieux, veulent, que ce soit même dans la défaite, il y a toujours une joie d'avoir pu faire ces choses-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, une émotion qui est à vivre ailleurs, en fin de compte. Donc, je vous ai aussi dit tantôt, donc, quelle est la place du Paralympien, en fin de compte, dans tout ceci? Bien, je pense que ça va avec le but de l'éducation. Pourquoi on éduque la jeunesse? Et j'ai trouvé ça intéressant, justement, je vous ai parlé tantôt de Sir Ken Robinson dans un de ses vidéos et même dans ses livres, Creative Schools, qui mentionne justement que, en fin de compte, il y a son TED Talk qui date de 2006 et je crois encore aujourd'hui le TED Talk le plus regardé à travers le monde. Et c'est vraiment sur la transformation des systèmes éducatifs. Dans son TED Talk, en fin de compte, il mentionne que les buts éducatifs du passé, c'était pour répondre à l'industrialisation, aux crises économiques et aux guerres froides. Mais on n'est plus dans cette situation-là aujourd'hui. On n'est plus dans cette situation-là, c'est révolu, et c'est une des raisons pourquoi il faut évoluer. Il faut évoluer vers d'autres choses. Il y a une étude intéressante qui avait été faite justement aussi en 2008 par la compagnie informatique IBM au niveau de ses leaders dans sa compagnie à travers 80 pays. La compagnie IBM possède des bureaux partout dans le monde. Et ils ont découvert que les leaders de la compagnie, les qualités principales que les leaders avaient étaient au niveau de l'adaptation et
de la résolution de problèmes. Lorsqu'ils ont analysé les qualités de leurs nouveaux employés, les nouveaux gradués qui rentraient dans leur compagnie, ils se sont aperçus que la grande majorité n'avait pas du tout ces qualités-là. C'est quelque chose qu'ils n'apprennent plus. Donc, ça veut dire que la nouvelle génération est beaucoup moins adaptable à des nouvelles situations et est beaucoup moins apte à trouver des solutions lorsque, justement, il y a des défis qui sont rencontrés. Et je pense qu'en fin de compte, quel est le but de l'éducation? Je pense que M. Théberge l'a mentionné tantôt. C'est vraiment d'avoir des citoyens qui sont engagés et aussi de transmettre la culture d'une nation ou d'un pays ou les valeurs, en fin de compte, de ce pays-là. Et la place, justement, des Paralympiens ou des athlètes, on fait partie des citoyens. Donc, l'école ou l'éducation devrait aussi former des athlètes, comme elle doit former des musiciens, comme elle doit former des artistes, former des scientifiques, et tous les différents métiers, professions ou, en fin de compte, tous les citoyens qui font partie de notre société. Donc, je pense que c'est un peu cette place-là qu'il y a pour les athlètes. Et c'est un peu mon lien, en fin de compte, avec l'éducation jusqu'à un certain point. Donc, j'avais une petite activité encore pour vous faire lever debout, mais on va sauter par-dessus ça pour passer à la prochaine chose. En fin de compte, la curiosité que j'avais, c'est, je pense qu'on va juste l'essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. Je vais vous demander de vous lever debout. Et la question que je vous pose, c'est qui d'entre vous n'aimait pas l'école? Asseyez-vous si vous n'aimiez pas l'école. Soyez pas gênés, là. OK, c'est bien, vous pouvez vous asseoir. C'est très surprenant. C'est très, très surprenant. Et encore là, je pense que ça répond à notre auditoire qu'on a ce soir ici. Parce qu'on ne représente pas ce qu'on retrouve dans les écoles. On ne représente pas, nous, ce qu'on retrouve dans les écoles et on est un peu ici pour discuter de comment les aider. Donc, c'est un peu difficile s'ils ne sont pas là pour parler pour eux-mêmes. Et je dois vous dire que moi, c'est vraiment ce qui m'a apporté à m'intéresser à ceci, à m'intéresser à l'engagement au niveau de l'engagement scolaire, mais pas juste au niveau de l'engagement scolaire. En fin de compte, j'avais une autre chose que je voulais demander. Je voulais vous demander, essayer de faire statistique, mais je voulais juste vous le mentionner. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez des passions? Et ensuite, je voulais vous demander ceux qui travaillent à faire sa passion ou travaillent dans sa passion. Et habituellement, dans notre société, très peu de personnes travaillent pour leur passion ou leur passion, c'est leur travail. La majorité d'entre nous dans la société, on fait un travail parce qu'on a besoin d'aller travailler. Donc, on ne fait pas nécessairement qu'est-ce qu'on aime, on ne fait pas nécessairement qu'est-ce qui nous passionne. Et moi, c'est ces constats-là vraiment qui m'ont apporté vers à regarder l'engagement dans l'apprentissage et de comprendre tout ceci parce que selon moi, au Canada, on n'est plus dans une société de survie. Donc, on n'est plus obligé de travailler pour travailler. Je pense qu'on est une société qui a une économie qui est quand même assez stable. Politiquement, on est stable. Au niveau technologique, on a des multitudes de technologies. On a des connaissances à ne pas savoir quoi faire. Donc, selon moi, on devrait être dans une société d'épanouissement, qui veut dire que chacun de nous devrait poursuivre sa passion et créer son travail avec sa passion. Et juste pour faire un lien avec ça, l'engagement, je pense que je vais sauter ça. Ceci, c'est une étude qui a été faite à travers des sondages au niveau des écoles. Je pense que c'est surtout les écoles anglophones. C'était qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? C'était des sondages au niveau des écoles anglophones. Et c'est fait par l'Association canadienne des enseignants. Et c'est vraiment intéressant si on regarde ça. En 5e année, 82 des élèves sont engagés à l'école. Donc, ça veut dire qu'ils aiment ça puis ils travaillent fort. Mais
c'est rien que 82 en 5e année. Alors, regardez en 12e année, lors de la graduation. 45 des élèves sont engagés. Ça veut dire que 55 des élèves sont juste là pour faire passer le temps puis avoir leur diplôme. Ils ont juste hâte que ça finisse pour passer à d'autres choses. Ils attendent juste ce temps-là. Pour moi, ceci, je me posais la question parce que moi, je voyais ça en salle de classe. Je le vois à chaque jour lorsque je vais enseigner. Je vois ça, les élèves qui ne sont pas engagés, qu'aussitôt qu'ils ont une chance, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent rien faire. Puis aussitôt que tu tournes la tête, ils essayent de rien faire. Et les statistiques semblent me refléter qu'est-ce que je retrouve quand je suis en 5e année. Oups! Quand je suis en 5e année, je vois la majorité des élèves qui sont contents, qui aiment faire les activités, mais surtout tout de suite, je fais de la suppléance dans les écoles. Quand on arrive en 10e année, faire de la suppléance, c'est très difficile. Ce n'est pas vraiment plaisant à faire comme travail non plus. À cause de cet engagement-là, les élèves ne veulent pas travailler. Donc, tout ça, moi, c'est des constats qui m'ont apporté à réfléchir à qu'est-ce qu'on doit faire. Je vous parle d'une anecdote. J'ai eu une entrevue il n'y a pas très longtemps avec le district et on m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais pour engager tes élèves? Et j'ai souri et j'ai dit, bien, je vais vous donner la réponse théorique. Donc, la réponse théorique, c'est que tu dois, en fin de compte, donner des choix aux élèves. Quelles sont ses passions, quels sont ses intérêts, et avec ces intérêts-là, l'élève peut faire un projet ou quelque chose du genre. Et j'ai dit, attention, et là, je ne sais pas si c'était bon de faire ça durant une entrevue, mais j'ai dit, ça c'est théorique. En pratique, ça ne marche pas toujours. Et le meilleur exemple que je vais vous donner, c'est ma fille. Elle est en 8e année. Et 2 mois passés, elle est arrivée à la maison, très fâchée, et c'est une très bonne élève. Elle fait très bien à l'école. Elle est arrivée à la maison fâchée. Elle dit, ma professeure de français me demande de faire une production orale sur le thème de mon choix. Elle dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse avec ça? Mais c'est ça qu'on nous demande de faire comme enseignant, donner des choix aux élèves. Il a fallu que je m'assieds avec ma fille et que je lui explique, regarde, tu as la chance de prendre quelque chose que tu connais très bien, tu as un intérêt à toi et de faire une belle présentation avec ça. Tu n'as pas besoin de chercher un sujet qui ne t'intéresse pas. Il a vraiment fallu que je discute avec elle pour la convaincre que c'était une bonne idée. Elle l'a fait finalement, mais j'ai juste pour dire que la théorie et la pratique ne sont pas toujours équivalentes. Et je dirais que probablement la raison principale, c'est parce que le schéma où on voyait les élèves de 5e année jusqu'en 12e année, c'est que ce désengagement-là de l'école, d'où il vient, il semble venir, d'après ce que je peux lire dans la littérature, du fait que notre structure scolaire est trop stricte. Donc, on impose beaucoup de choses aux élèves et la créativité dans les écoles est beaucoup perdue. La créativité de l'élève est perdue parce qu'il doit faire ce que l'enseignant lui demande. Et à un moment donné, les élèves commencent à abandonner. Pour continuer dans l'engagement et différentes choses par rapport au système actuel, je vous parle des quelques mythes ou plutôt réalités qu'on retrouve fréquemment en salle de classe. Une des choses, c'est qu'il faut être assis en salle de classe. Donc, on s'assoit. Ça, c'est une réalité, dans le fond. Ce qui n'est pas toujours évident, de garder certains élèves assis. Et même debout, des fois, c'est pas acceptable. Debout à côté du pupitre. Il faut absolument que l'élève soit assis. On voit fréquemment ça. Il y a le nombre de périodes de musique, le nombre de périodes d'éducation physique dans les écoles, le nombre de périodes... qu'est-ce que j'ai écrit? Que ce soit, par exemple, des technologies ou des métiers qu'on voit dans les écoles. Et on parle d'éduquer nos citoyens de demain, qui font partie de notre société. Mais on ne leur offre pas nécessairement des options pour ces intérêts-là. Ça va être un peu drôle ce que je vais dire ici pour ceux-là qui sont enseignants dans la classe, mais pour moi,
évaluation, évaluation, évaluation commence à être trop. Évaluation diagnostique, évaluation formative. J'ai fait de la suppléance la semaine passée et l'enseignante me dit il faut donner beaucoup d'évaluations formatives à cet élève-là pour qu'il puisse réussir son évaluation sommative. Donc, pour moi, ceci, je comprends les principes des différents types d'évaluation, mais est-ce que c'est la chose la plus importante? Donc, c'est des questionnements que j'ai. Et je vais revenir tantôt à un autre exemple par rapport à ça. Le principe qu'il faut que le travail en salle de classe compte pour que l'élève se mette au travail. Si ça ne compte pas, c'est pas sûr qu'on va avoir un travail de qualité. Donc, ça, c'est des choses qu'on rencontre fréquemment. L'autre chose, un autre constat qu'on nous enseigne, que j'ai appris en théorie, c'est qu'il faut arrêter d'enseigner le contenu parce que tout est disponible à l'élève à travers l'Internet. Oui, je comprends, mais ce n'est pas toujours évident, surtout qu'on n'enseigne pas beaucoup aux élèves à choisir qu'est-ce qui est de la bonne information sur Internet ou à choisir comment rechercher à travers l'Internet. Et une chose qui me choque, c'est de dire que les jeunes d'aujourd'hui en connaissent plus sur l'informatique que nous, les enseignants. Je comprends que dans certaines situations, c'est vrai, mais les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas très bien comment se servir des outils informatiques et ils ont besoin d'être éduqués de comment bien se servir de ces outils-là pour devenir plus efficaces. Ils connaissent très bien comment jouer des jeux vidéo, sur quel bouton appuyer, mais lorsque ça devient la résolution de problèmes, ce n'est pas toujours le cas. Donc, la dernière partie que je veux vous parler, et j'espère que je ne vais pas trop dépasser mon temps, c'est vraiment qu'est-ce qu'est mon école de rêve. Qu'est-ce qui serait mon rêve comme école? Et ici, je vous présente juste en fin de compte des choses que j'ai découvertes au cours de mes lectures qui, moi, m'ont vraiment été me chercher. Une des premières choses c'est un petit vidéo que j'ai regardé à travers l'Association canadienne des enseignants de cet enseignant ici, et là j'ai complètement oublié son nom, j'ai oublié de l'écrire. Cet enseignant ici qui décrivait la science. Et en fin de compte, je suis un professeur de sciences, c'est ça qui est ma formation. Sciences et mathématiques, puisque j'ai une formation en foresterie, bien entendu, ça découle de là. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est toujours quelque chose que je me suis posé comme question. En sciences, on fait des expériences, des laboratoires. C'est cool de faire des laboratoires. Mais c'est quoi le lien entre faire un laboratoire qui est déjà tout décrit, toutes les étapes sont données dans un kit, par exemple, pour un laboratoire de sol. Donc, fais le A, fais le B, fais le C. Mais lorsque ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais quand ça ne fonctionne pas? Bien, j'ai déjà entendu des enseignants dire, bien, on recommence, il y a quelque chose que tu n'as pas fait de bien. Bien, ça, ce n'est pas la méthode scientifique. On est supposé d'enseigner la méthode scientifique à l'école. Et c'est de découvrir, justement, qu'est-ce qui se passe avec quelque chose. Donc, cet enseignant-là, ce qu'il disait, bien, le kit, il faut que tu le mettes de côté. Et il faut découvrir avec les élèves, c'est quoi leur intérêt aussi. Et il y a toute une approche de questionnement, etc., qu'on peut faire pour aller chercher la créativité des élèves et leur implication, leur engagement, au lieu de juste leur donner les étapes A, B, C. Et quand les étapes A, B, C ne fonctionnent pas, ben, on ne peut pas leur expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, la méthode scientifique, en fin de compte, c'est de trouver pourquoi ça n'a pas fonctionné et d'expliquer que si on ne suit pas les instructions d'une certaine manière ou on ne contrôle pas certaines parties, bien à ce moment-là, c'est pour ça qu'on n'obtient pas le même résultat à chaque fois. Bien entendu, je pense qu'on doit, pour moi, l'école du futur, si on veut, ou l'école de rêve, doit beaucoup travailler plus sur les passions des élèves. J'ai lu un article super intéressant, c'était parti d'un livre de Martin Latulippe qui parlait du paradoxe des passions. Et ce qu'il disait, c'est vraiment fou que quand les enfants sont jeunes, on les inscrit dans des cours de musique,
On les inscrit dans des camps d'été de sport, dans toutes sortes de ligues, les ligues de hockey, ligues de soccer, des cours de chant. Et on met plein d'argent là-dedans. Mais lorsque ça vient le temps de choisir une carrière, tout cet investissement de temps-là, on jette ça de côté et on s'inscrit, je ne sais pas moi, en sciences infirmières. Mais ça fait 10 ans qu'on a notre enfant qui est impliqué dans des cours de chant, par exemple. Donc, je pense que l'école a besoin d'avoir un rôle là-dedans, de découvrir les passions, puis de canaliser, en fin de compte, ces passions-là vers quelque chose de plus intéressant pour les enfants, pour les jeunes. Vous connaissez tous notre ami? J'ai essayé de trouver quelque chose que tout le monde allait connaître dans la salle, dans tout le public. Fait que je me suis dit, Mario Bros, tout le monde devrait connaître ça. La raison pourquoi je le place là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir des jeux vidéo à l'école, à la salle de classe, pas du tout. Mais ce que je veux parler d'ici, c'est, pour moi, je crois qu'il faut changer notre approche et avoir une approche d'un modèle de jeu vidéo. Lorsqu'on joue un jeu vidéo, par exemple, dans les mondes de Mario, on a toujours des mondes, mais à chaque monde, on a une étape qu'on peut franchir. Bien, lorsque tu meurs à une certaine étape, tu n'es pas obligé de recommencer au début du premier monde. Tu vas recommencer à l'étape précédente. Même si tu es rendu à la moitié du monde, tu recommences juste à l'étape précédente. Donc, imaginez ceci, par exemple, en 9e année, où on doit voir l'algèbre, la géométrie, etc. Et dans la géométrie, on a déjà plusieurs parties, plusieurs étapes à voir. Mais si un élève ne comprend pas une partie, qui est la géométrie au complet, puis il fait 0 en géométrie, pourquoi on est obligé de le faire redoubler complètement sa mathématique? Pourquoi ça ne pourrait pas juste être la géométrie, qui est une étape, en fin de compte, qui n'est pas obligée d'être toute? Et en fin de compte, la Finlande a un système qui ressemble à ça. C'est des blocs, je pense, si je ne me trompe pas, c'est de 8 semaines, où les élèves, à tous les 8 semaines, vont changer de bloc d'études. Donc, il y a beaucoup moins de matière. S'ils ne réussissent pas, ils ont moins de choses à reprendre. Donc, c'est un peu le principe du jeu vidéo que je voulais vous semer une graine ou une idée dans une façon de fonctionner. Je vais vous parler aussi de j'ai trouvé ceci dans le livre de Ken Robinson, qui est Creative School. C'est un programme qui est aux États-Unis, ça s'appelle North Star. Et regardez bien qu'est-ce qui est écrit ici. Ça peut choquer beaucoup de monde. L'école, c'est optionnel. Et je vous encourage à vraiment aller rechercher. Et son fondateur, c'est Ken quelque chose, a fait un TED Talk. Et il explique sa philosophie. Super intéressant parce que lui, quand il parle aux jeunes, il les encourage à laisser l'école. Mais laisser l'école, par exemple, pas juste pour rester à la maison et rien faire. Laisser l'école justement pour poursuivre qu'est-ce qui les intéresse vraiment. Parce que souvent, c'est des élèves qui ne sont pas à leur place à l'école. Soit c'est socialement, soit c'est avec leurs intérêts, c'est des musiciens ou peu importe. Et c'est juste de leur donner une autre option d'apprentissage. En fin de compte, il compare beaucoup son programme à l'école à la maison, le homeschooling. Mais c'est juste que c'est organisé par un organisme. Donc, c'est juste intéressant comme principe et de voir ça différemment. Et de voir aussi que tous leurs jeunes qui sont passés à travers leur système la majorité finissent par aller au collège ou à l'université pareil. C'est juste une autre alternative qui est différente. Et moi, personnellement, je vous la présente, mais dans ma tête, je me dis, bien, pourquoi pas avoir une partie dans nos écoles actuelles qui offrirait plus cette flexibilité-là pour des jeunes? Je sais qu'on a des programmes similaires qui regardent, comme les phares ici dans la péninsule. Je pense que le Nord-Ouest, il y a un autre nom que je ne me souviens pas. Mais il y a des organismes qui existent comme ça, mais je pense qu'on pourrait encore offrir plus. C'est de l'enseignement ou c'est de l'apprentissage auto-guidé. Donc, encore là, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est quand même intéressant comme principe, comme projet. Un autre projet super intéressant qui est encore dans Creative School, c'est Mind Drive pour les élèves à risque.
C'est un programme d'après-classe. Et je parlais justement que nos écoles, dans le temps de mes parents, je trouvais qu'elles étaient beaucoup plus ouvertes. Et je vois facilement qu'il faudrait réouvrir nos écoles et rendre les ateliers de mécanique ouverts de nouveau, rendre les gymnases beaucoup plus ouverts que maintenant. Et MindDrive, en fin de compte, il prend les élèves à risque et ces élèves-là fabriquent des voitures de A à Z. Donc, c'est des gens de la communauté qui viennent les chercher à l'école et qui travaillent. C'est des partenariats école et communauté. Et je vous encourage à aller voir aussi, c'est vraiment surprenant. Et là, au début, quand ils ont commencé, ils faisaient juste reconstruire des vieilles voitures. Mais là, maintenant, ils construisent des voitures électriques. Et c'est des projets qui sont faits par les élèves. Donc, c'est super intéressant de voir que ces choses-là existent. Toujours dans l'engagement à l'école, et ça, c'est beaucoup plus proche, c'est ici, pas ici au Nouveau-Brunswick, mais à Halifax. C'est un projet qui a été fait, je pense, proche de 2014 dans une école. Et je vais juste démarrer sur un petit vidéo en même temps. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait, cette école-là, dans le coin d'Halifax? Après que les examens étaient terminés, il leur restait 2 semaines d'école et ils ont décidé de changer leur approche et de développer le processus d'enquête auprès des élèves. Donc, pendant 2 semaines, à la fin de l'école, au lieu d'avoir un horaire normal, ils ont décidé de changer tout l'horaire, donc de mettre de côté les cours, 1 heure de cours de maths, de sciences, peu importe, et les élèves étaient dans un café, où tous les élèves de 7e, 8e et 9e année se mélangeaient pour discuter d'alimentation et de l'effet de l'alimentation sur la société, sur leur organisme à eux. Comme on a vu une question, justement, qui leur avait été posée pour les inciter à réfléchir. Pourquoi on sait, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas? On apprend tous comment bien manger. On sait tous que de manger des bonbons, ce n'est pas bon pour la santé, ou d'aller chercher une crème glacée, ce n'est pas bon, ou peu importe. De manger des chips le soir, que ce n'est pas nécessairement bon pour notre santé. Et c'était la question qu'ils posaient aux jeunes, qu'est-ce que vous en pensez? Pendant 2 semaines, ils ont étudié ça, et ce qui y avait de surprenant, même s'il n'y avait aucune note de rattachée à ça, il n'y avait aucun cours à assister, c'était la fin de l'école, en juin, le taux d'absentéisme était le plus bas de l'année. C'est à ce moment-là que les élèves ont plus participé à l'école de toute l'année scolaire. Bien entendu, ce projet-là a changé les façons de fonctionner de plusieurs enseignants, mais il y a d'autres enseignants qui sont retournés à leur façon de faire quand même. Je serais vraiment curieux de continuer la recherche et de voir, OK, aujourd'hui, on est quand même 3 ou 4 ans après, qu'est-ce qu'ils font et est-ce que vraiment ils ont réussi à développer des projets qui sont beaucoup plus engageants pour les jeunes. Donc, je vais juste finir avec ça. Je vais juste brièvement parler du système finlandais pour moi qui est très inspirant. Pour ceux qui, je ne sais pas si vous connaissez le système finlandais, mais la chose, moi, qui m'a le plus frappé, c'est que dans les années 70, le système finlandais a décidé de tout intégrer les systèmes, les écoles privées, les programmes après-classe dans un système public. Et aujourd'hui, on dit en Finlande qu'on a 2 élèves sur 3 qui s'en vont dans les études postsecondaires. Donc, juste 1 tiers qui vont directement sur le marché du travail. Moi, je trouve ça surprenant parce que si je ne me trompe pas, ici au Canada, c'est environ 50 des élèves qui vont au postsecondaire. Donc, c'est très, très surprenant et la Finlande se définit comme une économie du savoir par le fait qu'ils sont que beaucoup d'élèves vont au postsecondaire. Je vous montre ceci parce que moi, comme enseignant, c'est ce que je trouve intéressant. Je trouve comme enseignant, on travaille trop. Je me suis vu des semaines et des semaines faire de la correction le soir, très tard, pour essayer d'être à jour, faire de la planification très régulièrement et de dormir peu. Regardez le nombre d'heures en Finlande, il y a en haut ici. Au niveau intermédiaire, ça veut dire de 6 à 8e année,
on enseigne 990 heures par année. Au Canada, je ne sais pas exactement pour le Nouveau-Brunswick, mais au Canada, où est-ce que c'est comme 800 heures, c'est beaucoup plus, 800 heures par année. Ils enseignent moins et au niveau international, ils performent mieux. Donc, moi, je serais pour enseigner moins aussi pour aider plus nos élèves. Bien entendu, qu'est-ce qui se passe, c'est que les enseignants sont beaucoup plus présents après l'école, dans d'autres projets, dans des projets plus valorisants, dans des projets justement d'après-classe qui vont développer davantage d'autres qualités des élèves. Une autre chose intéressante pour la Finlande, c'est au niveau de, on parle d'inclusion justement ces jours-ci, l'enseignement ressources en Finlande est très élevé en fin de compte. Je pense que c'est plus de la moitié des élèves en Finlande ont accès à l'enseignement ressources à un moment donné ou à un autre. Comparé au niveau international et même ici au Canada, je pense qu'on n'est pas tout à fait au même niveau. Ils investissent beaucoup plus dans l'enseignement ressources pour s'assurer de régler très vite les problèmes pour qu'ensuite les jeunes puissent rattraper la vague et de suivre. Donc, puisqu'il me reste très peu de temps, et j'ai fini quand même, toute cette recherche-là m'amène des questions et des questions encore plus. Plus que j'ai cherché à préparer pour cette présentation-ci, plus que j'ai trouvé d'autres choses que j'aurais aimé ajouter, ça ne finit plus, ça devient très j'avais pour parler comme mes enfants, on peut dire confusant. Je deviens très confus à juste penser à tout ça, à toutes les possibilités, les différents projets. Donc, pour moi, ma prochaine action, si on veut, à voir, c'est de trouver des projets qu'on fait ici, chez nous, et de voir justement, OK, comment je peux appliquer ça dans ma situation? Et quand je rencontre des défis, que ce soit des élèves avec des problèmes de comportement, comment est-ce que je règle ça? Et je pense, c'est là qu'on a besoin de travailler plus. De trouver c'est quoi les projets qui fonctionnent, parce qu'il y en a, mais il faut juste être capable de les transmettre et les transférer à d'autres situations. Donc ça, c'est ma citation personnelle, je l'ai inventée. Personnellement, je pense qu'on peut faire mieux, et même on doit faire mieux, et ça veut dire d'être différent de qu'est-ce qu'on fait dans le moment. Notre approche devrait être centrée sur l'élève, non? Merci beaucoup.